tous pour ce 5e webinaire du cycle Transfo Digital. Pour rappel, ce cycle a été impulsé par la commission innovation du CINOVDES, qui est composée de dirigeantes d'organismes de formation, d'ingénieurs pédagogiques, de responsables de pôles multimédia, FOAD. On a une représentativité assez forte puisqu'il y a des petits organismes de formation de moins de 10, il y a des gros, il y a à peu près tous les territoires. Et donc, les intervenants qui viennent témoigner de leurs expériences, puisque c'est le choix qu'on a fait, voilà, sont tous membres de cette commission. Donc, le principe, c'est bien ça, c'est de partager leurs expériences, leurs erreurs, leurs réussites avec vous. On a comme sujet du jour, comment identifier les formations à digitaliser. Et ce sont Delphine Sudre et Yves Mesplé qui sont les intervenants du jour. Je voulais juste rappeler rapidement, avant de leur laisser la parole, les quelques règles. On est très nombreux, donc on est obligé de couper vos micros. Par contre, vraiment, je vous invite à utiliser le chat, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner 45 minutes d'intervention, de présentation, et puis en capitalisant vos remarques, vos observations, vos questionnements, on se gardera 10-15 minutes à la fin pour y répondre. Autre information importante, le webinaire est enregistré. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite la parole, Delphine et Yves. Bonjour à tous, donc Delphine Sudre, donc moi je suis chargée d'ingénierie et d'innovation à l'IFRA. L'IFRA, c'est un organisme de formation qui fait partie de Léo Lagrange Formation, donc c'est un des 7 instituts de Léo Lagrange Formation. On a à peu près 400 salariés et on est déployé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans nos formations, nous avons des formations qualifiantes, infraqualifiantes, certifiantes, orientation et insertion professionnelle et aussi de la remise à niveau. Voilà, je vais laisser la parole à Yves, on se ressemble beaucoup en tant qu'organisme. En tant qu'organisme. Bonjour à tous, Yves Mesplé, Insup Formation. Donc l'Insup, nous sommes un organisme de formation également régional. Donc nous, on est sur la région de Nouvelle-Aquitaine et un tout petit peu en pays de la Loire, mais c'est vraiment marginal. On intervient donc comme l'IFRA sur les domaines du qualifiant, de l'infraqualifiant, des formations certifiantes, orientation, insertion professionnelle et même socialisation pour les publics les plus éloignés de l'emploi et la remise à niveau. Donc dans la remise à niveau, on a inclus, et c'est pareil pour Delphine, des parcours FLE, des parcours illettrisme, etc. On a mis large dans le thème. Voilà pour une présentation rapide. Sur la diapo. Ça rentrait pas. C'est ça. Alors, du coup, avant de vous expliquer en fait 4 grandes parties pour identifier les formations que vous avez à digitaliser, il y a d'abord quelques questions à se poser. Et la première de ces questions, c'est pourquoi je veux digitaliser. En fait, si vous souhaitez digitaliser, c'est que vous en ressentez un besoin. Alors, ce besoin, il peut prendre plein de formes multiples et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la digitalisation va vous permettre de varier les modalités et du coup d'offrir à vos apprenants ainsi qu'à vos formateurs un nouveau champ des possibles. La deuxième question, c'est quel type de digitalisation? Alors en fait, il y a un grand nombre de digitalisations, du 100% distanciel, du présentiel enrichi, des parcours hybrides, de la réalité virtuelle ou même de la vidéo interactive. Vraiment, les possibilités sont quasiment infinies. Mais ce n'est pas du tout la même chose de construire tout un parcours de formation de A à Z que de simplement ajouter quelques activités en ligne dans un présentiel que vous auriez déjà éprouvé. Et si je peux me permettre un conseil, si vous commencez et que vous n'avez pas l'expertise et très peu de moyens, et on va en parler aussi par la suite, commencez vraiment petit. La troisième question, c'est avec quelle équipe? Parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'une équipe. On ne peut pas digitaliser tout seul derrière son écran, c'est un mythe, ça n'existe pas. Il faut au minimum être 2. En fait, il faut au moins un concepteur pédagogique qui va transformer un contenu en version digitale et un expert métier qui va vous apporter ce contenu.
Cette équipe, selon vos moyens, effectivement, après, elle peut être beaucoup plus importante. Elle peut s'enrichir d'un graphiste, d'un développeur, d'un support technique, etc. Mais il faut, à la base, vraiment, j'insiste, au minimum être 2. Et la dernière question, ce serait pour quel type de public? Et alors là, j'ai envie de vous dire, en fait, pour tous les publics, sans exception, même les plus éloignés du digital, oui, je vous assure. En fait, l'important, ce n'est pas le public, l'important, c'est le contenu que vous allez adapter au type de public. Par exemple, à l'IFRA, nous, on a monté une application qui s'appelle Compétences Plus. Donc, en fait, c'est une application d'évaluation de la langue française, une application d'évaluation à l'entrée, en fait, en formation pour les Français langue étrangère. Et avec cette application, en fait, on s'adresse aussi aux non-lecteurs, non-scripteurs, donc aux personnes qui savent ni lire ni écrire. Et pour y arriver, pour mettre en place des activités qui leur parleront également, en fait, on a décidé de faire ça via l'oralité. Et le numérique nous le permet, c'est-à-dire qu'on a la consigne qui est orale, la question qui est orale et les réponses orales. Et rien que le fait d'avoir pensé les choses pour ce public-là, et ben finalement, ça fonctionne. Et on voit que des tout petits niveaux, au niveau écriture et production écrite, peuvent par contre arriver sur des niveaux très élevés en termes de compréhension orale. Donc j'insiste, tous les publics sans exception, parce qu'il faut penser le contenu en fonction du public que vous souhaitez atteindre. Voilà, donc c'était un peu l'introduction avec les grands chapitres et un peu lieu commun de la digitalisation, mais on va vous expliquer, et Yves va vous présenter le sommaire maintenant, les 4 grands moyens pour identifier les formations que vous aurez à digitaliser. Alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Delphine, effectivement, la digitalisation s'adresse absolument à tous les publics, à tous les niveaux, et on peut la mettre en œuvre dans tous les types de formations. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la digitalisation n'est pas une fin en soi. C'est pas la fin de tout. C'est pas parce que vous avez digitalisé du contenu que ça marche. La personne ne travaille pas toute seule devant son ordinateur. Il y a toujours un formateur, il y a toujours un accompagnement, il y a toujours des choses qui sont mises en place. Digitalisation n'est pas non plus forcément égale à formation à distance. On peut digitaliser pour l'utiliser en présentiel. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments clés qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. Donc, pour pouvoir faire votre choix dans votre dispositif, dans votre formation, dans les activités que vous allez pouvoir digitaliser, il y a 4 grandes questions qu'il va falloir se poser et qu'on va balayer ce matin. D'abord, faire un état des lieux de vos pratiques. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous disposez, qu'est-ce qui fonctionne déjà chez vous ou pas. Ensuite, de quels moyens humains vous disposez et de quoi vous allez avoir besoin, parce que pas oublier que l'humain, on va y revenir très très souvent, mais il est au centre de tout. Quels sont les moyens techniques dont vous disposez et quels sont ceux dont vous pourriez avoir besoin, et de quels moyens temporels vous disposez. Quel est le temps que vous avez à votre disposition pour mettre en place votre projet de digitalisation. Bien entendu, ces 4 éléments-là sont tous reliés, je dirais, par un fil rouge. Enfin, c'est même plus un fil rouge, c'est un énorme fil. C'est les moyens financiers. Mais ils impactent à tous les niveaux, sur l'humain, sur la technique et sur le temps. Donc, l'état des lieux des pratiques. Delphine, si tu veux attaquer. J'attaque. Alors, en fait, la première question qu'on se pose tous, c'est en fait comment choisir effectivement, comment choisir ces formations à digitaliser. Et mon conseil, ce serait tout d'abord de rester tout à fait pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller choisir des formations qui vont faire l'objet que d'une session. Ça n'a aucun intérêt. Vous allez passer beaucoup de temps à construire une chose que vous allez éprouver qu'une seule fois. Donc en fait, il faut vraiment choisir des formations qui tournent régulièrement chez vous. Des formations qui sont donc nécessairement et logiquement des formations qui tournent le plus dans votre organisme. Ce sera aussi, du coup, les formations où vous aurez le plus grand nombre de ressources, aussi bien humaines que pédagogiques.
Et c'est important, en fait, parce que ça va vous aider et ça va vous faire gagner du temps. Donc, en fait, ces ressources humaines, c'est vrai que c'est vraiment un point très important enfin, c'est vraiment notre fil rouge, en fait, sur ce diaporama. Plus vous impliquerez dès le départ les équipes pédagogiques dans la construction de vos formations digitales, en fait, plus vous permettrez aussi l'adhésion de ces équipes à ces formations. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que ce sont les formateurs, après, qui vont utiliser ce que vous mettez en place. Et s'ils n'ont pas adhéré, eh ben, en fait, tout ce que vous aurez construit, ça n'aura servi à rien. Donc, pour construire ces formations, pour les choisir, il faut d'abord choisir effectivement une équipe et des moyens humains que vous aurez à votre disposition pour pouvoir les impliquer et les embarquer avec vous. Yves, je te laisse continuer. Oui, donc à la question peut-on tout digitaliser? Alors on a commencé à y répondre un petit peu tout à l'heure en disant que la digitalisation pouvait s'adresser à n'importe quel type de formation, n'importe quel type de public, n'importe quel niveau. Donc quelque part on pourrait dire oui, on aurait tendance à dire ben oui, on peut tout digitaliser. Oui, mais forcément, sinon ça serait pas drôle. Oui, on peut tout digitaliser, mais certaines formations ne pourront pas être digitalisées à 100%. Vous allez peut-être sur certaines formations pouvoir digitaliser que certaines parties, ou certaines parties vont s'y prêter beaucoup plus que d'autres. Si je prends l'exemple d'un parcours qualifiant dans les métiers du secrétariat, par exemple, ça va être relativement facile d'imaginer une digitalisation à 100% du parcours. On pourra toujours se dire, il y a peut-être des choses qu'à un moment donné, il faudra réellement faire en face à face, en présentiel, avec les apprenants, mais dans les apprentissages, globalement, tous les entraînements peuvent se faire via un outil digital, via une classe virtuelle, via des systèmes de quiz, d'évaluation, de tests, de serious game. On peut imaginer tout ce que l'on veut. Par contre, si on prend une formation de qualifiant dans le bâtiment, là, ça va peut-être être plus compliqué d'imaginer une digitalisation à 100% parce que ça va forcément impliquer un plateau technique et l'utilisation d'un plateau technique physique qui va être indispensable. On ne pourra pas, même avec un simulateur en réalité augmentée, en réalité virtuelle ou tout ce que vous voulez, à un moment donné, pour faire du béton, il va falloir prendre une pelle, un sac de ciment, du sable, de l'eau et y aller parce que sinon, on n'aura jamais le ressenti réel. On pourra monter un mur de briques dans une application, mais en vrai, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Enfin, si c'est moi qui le fais, restez pas dessous, je vous le conseille pas. Donc oui, on peut tout digitaliser à condition de bien choisir les parties du dispositif qui vont être digitalisées. Ça peut être de l'accompagnement à la TRE, ça peut être des choses comme ça, des choses faciles à mettre en place, des apprentissages théoriques, de l'évaluation. Voilà, il y a des choses qui vont pouvoir se faire facilement. Mais dans son intégralité, non. Et quand on dit digitaliser une formation, c'est pas effectivement, c'est pas toujours l'intégralité du dispositif. Ça ne peut être que certaines parties, que certaines activités à l'intérieur d'un contenu aussi, avoir tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous avez imaginé derrière comme mise en place de votre dispositif? Est-ce que vous avez imaginé un dispositif qui va être sur un parcours, alors on ne va pas parler du 100% distance, mais sur un parcours mix, un parcours hybride, mélangeant présentiel et distanciel, ou est-ce que vous êtes sur un parcours essentiellement à 95% sur du présentiel et vous voulez digitaliser des activités à l'intérieur de manière à dynamiser la mise en œuvre, avoir des choses plus interactives, plus ludiques pour accrocher un public qui pourrait avoir du mal à le faire. Alors du coup, juste pour compléter ce que vient de dire Yves, et vous donner un exemple concret, là à l'heure actuelle, j'ai travaillé avec une formatrice sur un parcours des gestes et postures dans la pratique professionnelle. Et effectivement, avec la formatrice, du coup, on a décidé de mettre en place un parcours hybride avec une partie en distanciel en amont, la partie théorique, où effectivement elle explique toute l'anatomie, le bon positionnement des personnes face aux objets qu'ils doivent porter.
Mais on a quand même gardé une journée en présentiel qui est essentielle en fait dans les gestes et postures, puisque l'essentiel de la formation en fait c'est de pratiquer et de se mettre dans la bonne position pour porter une charge lourde par exemple. Donc du coup, enfin, ça rebondit un petit peu sur ce que vient de vous dire Yves, mais effectivement, tout n'est pas digitalisable. Alors après, sur les gestes et postures, on peut très bien imaginer de la réalité virtuelle, hein, mais alors là, du coup, on n'est pas du tout ni dans les mêmes moyens, ni dans les mêmes moyens temporels non plus. Et on sait très bien que, voilà, sur la réalité du terrain, en général, on répond vite, on construit vite ces formations et on a très peu de moyens. Donc, il faut rester très pragmatique dans la manière dont vous voulez digitaliser les choses, aller à l'essentiel et puis construire des choses qui sont plutôt faciles à mettre en place, comme des parties théoriques, comme le disait Yves tout à l'heure, au niveau de la bureautique, du tuto ou du pas à pas pour comprendre un logiciel. Ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place en termes de digitalisation. Et garder ce qui n'est pas évident ou ce qui demanderait trop de moyens en présentiel. Ça ne veut pas dire que votre formation ne sera pas digitalisée, ce sera un parcours hybride. Pour illustrer, on pourrait prendre ce petit exemple de parcours hybride qui a été créé, qui a été mis en place. Alors, on est sur une formation qui est quand même relativement courte, mais ça pourrait se décliner sur n'importe quel type de dispositif. Ou à l'entrée du parcours, donc il va y avoir un webinaire, une petite visio en ligne d'explication, d'organisation de la formation avec tous les participants. En amont, bien entendu, tout le monde a reçu par mail les informations, les codes de connexion. Et encore plus en amont, l'information a été passée auprès des publics sur l'organisation générale du dispositif. Tout à l'heure, Delphine vous disait qu'il était important d'embarquer avec vous dès le début, dès la conception, dès la première phase de réflexion, l'équipe pédagogique pour qu'ils adhèrent complètement au projet. Pas oublier non plus vos clients finaux, qui eux aussi, ça va être important de communiquer rapidement avec eux et qui découvrent pas les modalités de mise en œuvre du parcours le jour J. C'est important de les faire adhérer bien en amont, avant qu'ils signent le devis, presque j'aurais tendance à dire, qu'ils aient bien conscience de comment vous allez organiser ça. Il faut que ça fonctionne auprès de tout le monde. C'est pas parce qu'on a le contenu le plus joli, le mieux designé, le plus effet waouh que tout le monde va y adhérer à 100% tout seul. Ça, c'est pas vrai, ça marche pas quoi. L'effet waouh, il fait plouf très vite. Donc là, dans le parcours, suite au webinaire, va y avoir donc des temps où tout le monde va être à distance, connecté sur une plateforme pour suivre des apprentissages théoriques et un premier niveau et venir vérifier un premier niveau d'acquis et de connaissances. Et durant tout ce temps de parcours en ligne, bien entendu, il y a un accompagnement, il y a un tutorat synchrone ou asynchrone qui est mis en place de manière à accompagner tous les bénéficiaires. Une journée de formation en présentiel pour venir travailler tout ce qui doit être venir travailler et valider à ce moment-là. Et ensuite, on termine encore par un temps à distance avec le passage d'une évaluation. Donc là, c'était l'évaluation du PIX. On était sur un parcours numérique, une évaluation du PIX que les gens peuvent faire à leur rythme tranquillement et un webinaire de clôture de manière à venir recueillir la satisfaction, relever les dernières questions et faire un retour d'évaluation à chaud avec tout le monde. Voilà. Une petite illustration rapide d'un exemple de ce qui a pu être monté. Donc pour arriver à ça, il faut forcément des moyens humains, parce que pensez bien que digitaliser, ce n'est pas simplement une question de technologie ni de logiciel. Même s'il en faudra, ça va être important, ça va faire partie des choix, mais ce n'est pas la technologie qui doit guider vos choix. Ce sont vos objectifs qui vont vous permettre de choisir la technologie que vous voulez utiliser, entre autres. Aussi les moyens financiers, bien entendu. Mais ne focalisez pas sur la technologie.
Ne focalisez pas sur une plateforme, sur un LMS. C'est pas lui qui va décider de ce que vous allez faire. Surtout pas. Donc, dans les moyens humains à mettre en place, il va forcément y avoir un impact à tous les niveaux. Ça va impacter votre service formation, votre service d'ingénierie sur la mise en place, la scénarisation de votre nouveau parcours. Comment est-ce qu'on remet tout ça en musique? Ça impacte obligatoirement vos équipes pédagogiques parce qu'il va falloir que les équipes se saisissent des nouveaux outils, se saisissent de ces nouvelles modalités et soient en capacité, elles aussi, de pouvoir les mettre en œuvre, remettre ça en place et sans que ça paraisse comme une contrainte pour elles, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça va aussi impacter à d'autres niveaux des équipes administratives, parce que ça peut être elles qui vont être en contact en premier avec des clients, avec des commanditaires, avec des financeurs. Il faut qu'eux aussi soient en capacité d'expliquer ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Ça va impliquer des équipes de communication, parce qu'il va falloir communiquer d'une manière différente et expliquer à tout niveau et à tout moment ce que l'on veut faire. C'est vraiment important. Cet accompagnement, il implique vraiment tout le monde. Delphine, je te laisse un peu la parole. Alors, juste pour compléter, vous allez peut-être nous dire, oui, mais moi, j'ai pas de service ingénierie. Donc, comment je fais, en fait? Et bien, en fait, c'est un peu notre deuxième point, c'est le développement des compétences en interne. Vous pouvez mettre effectivement des moyens humains que vous avez chez vous, des formateurs, à contribution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et moi, en fait, je travaillerai très régulièrement avec des formateurs qui n'ont jamais digitalisé de formation. Et en fait, c'est mon rôle de les accompagner dans ce cheminement. Et ça se fait en 4 étapes. Donc, en fait, première étape, on balaye d'abord un contenu ensemble et on détermine les objectifs pédagogiques et les messages clés à faire passer, en fait, comme une sorte de sommaire. C'est ce que vous disiez, Yves, en fait, hein, il ne faut pas du tout vous prioriser la technicité, le logiciel ou même la plateforme LMS. La première chose à penser, en fait, c'est déterminer vos objectifs pédagogiques. Et une fois que vous aurez déterminé ça, cette espèce de sommaire, vous serez à même de choisir, du coup, après, les outils dont vous aurez besoin. Mais vraiment, on insiste là-dessus. La première chose, c'est d'abord les objectifs pédagogiques de votre formation. Après, en deuxième partie, on affine, on redécoupe ces objectifs pédagogiques. Donc, en fait, on les découpe en sous-objectifs. Et avec ces sous-objectifs, on cherche en fait à répondre à cela via des modalités. Alors après, les modalités, elles peuvent être très différentes et elles peuvent être très simples aussi. Hein. Ça peut être simplement un apport théorique avec un PowerPoint qui existe déjà. Ça peut être des quiz, ça peut être des activités que vous allez mettre en place en ligne. Ça peut être simplement une vidéo, etc. Mais il faut construire ces modalités vis-à-vis de ces sous-objectifs pédagogiques que vous aurez identifiés. Et dernièrement, du coup, après, on réécrit un contenu. On précise les choses et on réécrit précisément le contenu. En fait, ce que je viens de vous décrire, là, c'est ce que moi j'appelle, en tant qu'ingénieur pédagogique, une architecture pédagogique. Et en fait, c'est la construction de votre formation. C'est votre plan de formation. Et un peu comme une maison, en fait, on ne construit pas une maison sans avoir le plan. On ne pose pas d'abord les briques si on n'a pas fait les plans de la maison. Et ben, c'est exactement la même chose en fait. Vous construisez pas une formation à digitaliser sans avoir fait le plan de votre formation. Alors, si vous n'avez pas de service ingénierie, si vous n'avez pas d'ingénieur pédagogique qui sait faire ça, qui sait construire une architecture pédagogique en fait pour vous aider à digitaliser vos formations, moi ce que je vous conseillerais, c'est de faire appel à un concepteur pédagogique, ne serait-ce que pour un premier parcours. Alors c'est un investissement, hein, c'est un coût, ça c'est sûr, mais pour un premier parcours, pour comprendre en fait la logique d'une mise en place d'une formation digitale. Une fois que vous aurez compris cette logique, après vous serez à même de vous l'approprier et de reconstruire derrière, vous seul, avec vos formateurs, des architectures pédagogiques pour pouvoir alimenter du coup vos formations. Yves, je te laisse prendre la suite et rebondir. Oui.
Merci. Donc tout ça, ça va impliquer à un moment donné, vos équipes, elles vont aller sur des nouveaux rôles. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir monter en compétences. On va accompagner des formateurs, comme l'a expliqué Delphine, sur la réécriture, la scénarisation de manière différente de leur contenu. Par exemple, quand on a fait nos tout premiers contenus qu'on a digitalisés, alors ça commence à remonter à quelques années maintenant, que ça remonte à 2002. Alors c'était une opportunité de marché. Je parle bien d'opportunité de marché et pas de contrainte de marché par rapport à un appel d'offres, parce que pour nous, ça a été une réelle opportunité qu'un cahier des charges nous demande de faire de la formation à distance. Ça a permis d'embarquer un peu, alors pas de force, mais d'embarquer des gens qui pouvaient être moteurs, qui avaient envie d'y aller et d'initier des choses. Le contenu, on était sur du secrétariat, de la comptabilité, de la bureautique. Donc, c'est des choses que l'on faisait très régulièrement dans nos établissements. Donc, il y avait une réelle opportunité de se saisir de ce marché pour digitaliser ce contenu. Et donc, on a accompagné des formateurs à venir redécouper toutes leurs séquences pédagogiques en vraiment tout petits objectifs. Et de leur dire, vous n'avez pas une séquence qui va durer une journée, mais une séquence, elle va durer 1 heure ou 1 heure et demie. Et donc, posez-nous un objectif sur 1 heure et demie. Et on parle de granularisation de la formation dans ces cas-là. Dire, on veut que des tout petits grains, de manière aussi à ce que les personnes, lorsqu'elles vont pouvoir venir travailler, quel que soit le niveau, qu'on puisse venir piocher dans les petits grains pour refaire le parcours dont on peut avoir besoin. Et l'objectif que l'on avait, nous, mis en plus là-dessus, dans les questions qu'on s'était posées, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'était de se dire, on veut que ce contenu-là soit utilisable pour de la formation à distance avec le public cible décrit dans le cahier des charges, mais on veut aussi que ce contenu-là, on puisse le réutiliser dans nos autres formations que l'on fait habituellement et quotidiennement au sein de l'Insup et quasiment tous les ans, et que ça puisse être utilisé à distance en autonomie, avec un tutorat synchrone ou asynchrone, peu importe, que ça puisse être aussi utilisé en présentiel, animé par un formateur, en présentiel sur du présentiel enrichi, pour faire de l'individualisation, pour faire de la multimodalité. Voilà. C'est vraiment notre objectif global sur notre réflexion de point de départ. C'est pas simplement se dire on a un cahier des charges, un besoin, on répond aux besoins. C'est comment on réexploite derrière. Et c'est là où je parle d'opportunité du marché qui nous a permis d'enclencher ça, qui a permis d'amener des premiers formateurs à cette réflexion-là et aussi à cette méthodologie ensuite d'accompagnement et de nouveaux rôles en disant que le formateur n'est plus simplement un formateur, mais quelque part il est un peu concepteur. Il devient concepteur un peu ingénieur pédagogique. C'est un accompagnateur, c'est un tuteur, etc., etc., etc. Donc, dans tous les cas, il y a plein de nouveaux rôles qui vont arriver et dont vous allez pouvoir peut-être avoir besoin. Donc, on a parlé de conception. Ça peut aussi être un administrateur de plateforme LMS, parce que la plateforme, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il en faudra plus ou moins obligatoirement une. Ça sera un scénariste pédagogique multimédia. Ça sera aussi des personnes qui ont une certaine technicité au niveau des outils, en fonction du niveau de digitalisation que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la vidéo, si vous voulez faire du motion design, si vous voulez faire du PDF enrichi, du PDF interactif, du serious game, ça va demander un minimum de technicité et donc des rôles différents. Le conseil, vraiment, c'est ce que disait Delphine tout à l'heure. Dans un premier temps, si nécessaire, faites-vous accompagner par un prestataire externe qui va vous permettre de gagner du temps, d'impulser une dynamique, d'impulser les choses et de vous mettre sur des bons rails. Parce qu'une des erreurs à ne pas commettre, et quelque part, je pense que nous, à un moment donné, on l'a commis cette erreur, c'est de vouloir faire un peu tout seul avec notre imaginaire du moment, donc qui remontait à 2002, et de s'apercevoir lorsqu'on veut déployer qu'on n'est pas bon, que ça marche pas. Mais là, on a perdu 3 mois ou 6 mois.
où on a oublié d'embarquer des formateurs avec nous dans l'accompagnement, et après pour les remobiliser, les ramener sur ce que l'on veut faire, c'est plus compliqué. C'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. L'accompagnement, il est hyper important et il faut vraiment qu'il se fasse à tous les niveaux et en permanence. Alors, faire appel à des prestataires externes qui construisent des formations digitales, ça a un coût certain. Après, si vous avez peu de moyens, il existe aussi des concepteurs pédagogiques qui font ça en freelance. Et là, du coup, les coûts sont nettement moindres. Il peut vous accompagner sur 4-5 journées pour construire une architecture pédagogique, vous aider dans la dynamique et comprendre un peu comment une formation se construit. Et là, ça vous revient vraiment moins cher. Enfin, voilà, petit conseil pratique. Ensuite, on va avoir donc les moyens techniques et puis financiers, parce que quand même, à un moment donné, il va en falloir. C'est clair que tout est lié. Donc les moyens techniques, faut voir aussi ce que vous disposez déjà à la base. Un service informatique. Qu'est-ce qu'ils sont capables, qu'est-ce que vous pouvez faire en interne, ou est-ce qu'il faut tout externaliser? Ça va guider le choix, ça va aussi être un guide par rapport au choix des outils et de la technologie que vous voulez pouvoir utiliser. Est-ce que vous pouvez héberger des outils par vous-même, les maintenir par vous-même, les sécuriser? Et donc, si on ouvre des accès, ben, ça va impacter forcément le DSI. Hein. On va ouvrir un accès, il va y avoir des données à sécuriser, des données à stocker, des données à suivre. Donc voilà, attention à ça. Attention aussi à la technique. C'est pas ce qui vient en premier. Hein, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. C'est pas la technique qui va guider vos choix, mais ce sont vraiment vos objectifs qui vont guider la technique et les moyens financiers à mettre en place, bien entendu, derrière. Parce que s'il fallait développer un système basé sur de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée, c'est clair que ça va être nettement plus cher que de faire un PDF interactif, quoi. Voilà, pour être méchant avec le PDF. Dans la technique, il va aussi y avoir la production de ressources. Hein. Quel niveau vous voulez amener par rapport à ça? De la vidéo, c'est forcément plus long et plus coûteux que simplement de l'audio. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? Quelle technicité? Donc, se faire l'état des lieux des compétences que vous avez en interne. Est-ce que ces compétences-là peuvent être mobilisées facilement? Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce que c'est un formateur qui les a? Est-ce que c'est qu'une personne? Est-ce que vous reposez que sur une seule personne et ça peut éventuellement être dangereux? Est-ce que vous avez une équipe? Voilà, il faut vraiment faire le tour de tout ça. Mais Delphine l'a dit tout à l'heure, ça ne peut pas être une personne. Une personne, ça marche pas parce que elle part sur ses envies à elle. Il faut embarquer plusieurs personnes toujours en même temps. Faut être minimum 2. Une équipe, c'est au moins 2. Tout seul, on n'est pas une équipe. Et puis on réfléchit mieux à plusieurs. Dans tous les cas, on a toujours plus d'idées, on est toujours plus riche et plus fort. Donc bien faire attention à ça. Si vous juste Yves, pour finir, si vous n'avez pas de plateforme LMS mise en place dans votre organisme, c'est pas pour autant que vous pouvez pas commencer à digitaliser vos formations. Comme je vous le disais au tout début, pensez petit au départ. C'est-à-dire que mettre en place ne serait-ce qu'un drive avec quelques activités digitalisées dessus, il existe plein d'outils gratuits qui vous permettent de mettre des choses en place assez facilement pour enrichir vos présentiels. Ça peut être un premier pas dans la digitalisation et ça peut être aussi un premier pas pour embarquer vos équipes dans la digitalisation. Donc, juste le fait d'utiliser un petit quiz interactif en présentiel avec leurs stagiaires, c'est une manière de digitaliser. Et c'est aussi une manière de les faire rentrer dans la digitalisation tout doucement.
Donc voilà, donc si je peux vous donner un autre conseil, ce serait celui-ci. Pensez vraiment petit. C'est pas parce que vous n'avez pas de plateforme LMS et que vous n'avez pas plein d'outils à votre disposition que vous ne pouvez pas commencer à digitaliser vos formations. Vous pouvez réellement le faire avec des outils qui sont en ligne et qui sont gratuits. Alors je ne m'étends pas là-dessus, on ne va pas vous faire le pléthore des outils, puis ça a fait l'objet d'un précédent webinaire au sein du SynOfDesk. Donc voilà, je vous inviterai à le regarder si vous le souhaitez. On peut passer du coup aux moyens temporels, donc c'est notre dernière partie. Les moyens temporels, en fait, le temps finalement, c'est ce qui nous manque le plus. En général, voilà, quand on se lance dans une digitalisation, on ne l'a pas prévu 2 ans en amont. On est assez pressé dans le temps en fait pour produire ces ressources. Donc en fait, il y a effectivement un temps de production des ressources, un temps de publication et de déploiement, un temps de communication aussi sur les formations, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, et un temps d'appropriation aussi à l'interne, parce qu'effectivement, comme je vous le disais aussi au départ, les formateurs, ce sont eux qui vont les utiliser. Donc il faut qu'ils s'approprient les outils que vous allez mettre en place pour pouvoir après les déployer dans leur formation. Donc voilà, on court tous après le temps et on sait très bien ce qu'il en est au quotidien dans nos métiers. Mais il faut quand même être conscient que la digitalisation des formations, c'est quelque chose qui est long et qui se fait sur le long cours. Là, à l'heure actuelle, moi, je suis sur un gros projet de construction de 10 parcours de formation. Donc 10 parcours avec chacun en plus des modalités différentes. C'est un projet que je dois mettre en place là sur 2021 et donc ces 10 parcours, je dois les construire en fait là sur le premier semestre 2021, donc pratiquement fini. Mais je sais que en fait ces formations que je construis maintenant et qui sont censées tourner en fait sur le deuxième semestre 2021, je sais qu'en fait je vais réellement commencer vraiment à les mettre en place qu'en 2022 et qui sera éprouvé par mes formateurs et peut-être rentable qu'en 2023. Donc en fait, ce que je construis maintenant sur un temps court, mettre en place 10 parcours de formation sur 6 mois, c'est vraiment un temps très court, ne sera potentiellement suivi et rentable que dans 2 ans. Donc c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que digitaliser des parcours de formation, c'est un pari et c'est un investissement que vous faites sur l'avenir. Et le retour sur investissement, il ne sera jamais immédiat. Ça, c'est vrai que c'est un point important. Le retour sur investissement, c'est difficile de le mesurer réellement. C'est un peu comme lorsqu'on a équipé nos salles de formation avec des vidéoprojecteurs. Est-ce que l'investissement en vidéoprojecteur, il y a un retour sur investissement dessus? Est-ce qu'à un moment donné, il est rentable? Non, mais il est peut-être indispensable. Et le fait, au jour d'aujourd'hui, d'aller vers de la digitalisation, ça va devenir ou ça devient de plus en plus indispensable. Alors, il y a des contraintes sanitaires, on vient de les vivre, on ne va pas s'étendre dessus parce qu'on ne veut plus en parler, on espère que c'est terminé. Mais c'est une modalité qui, dans tous les cas, va s'étendre de plus en plus. Quelque part, on va être contraint d'y aller de plus en plus. Le tout, c'est de ne pas forcément y aller parce que les autres y vont. C'est y aller avec vos propres objectifs à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à vos clients, par rapport à vos formations? Voilà, c'est bien faire les bons choix autour de ça. C'est nous qui sommes au milieu de notre dispositif. C'est pas les autres qui doivent nous guider dans nos choix. Donc ce retour sur investissement, effectivement, des fois il est pas là dans l'immédiat, mais vu qu'on a dit qu'on allait choisir principalement ce qu'on va digitaliser par rapport à des formations que l'on met en œuvre régulièrement et qui tournent régulièrement et qui sont plutôt sur du long terme, donc le retour sur investissement, c'est l'économie de temps, de préparation pour les formateurs qui vont pouvoir avoir à faire. Des choses qui sont éprouvées, qui sont mises en place, qui tournent, qui roulent, une satisfaction client aussi qui va être peut-être plus forte parce que voilà, il y a des choses un processus d'amélioration continue dessus. Donc il y a tout un tas de choses. Dans les moyens temporels aussi, une chose à faire attention, alors il y a le temps disponible pour produire de la ressource, mais en amont, pensez aussi au temps, ne l'oubliez pas. Parce que celui-là, on l'oublie quand même des fois trop souvent, au temps de mise à jour de la ressource.
Parce qu'au début, on part sur une idée qui a l'air absolument géniale. Oui, on va faire de la vidéo interactive, on va faire un super truc, mais dans 6 mois, le référentiel change. Comment on met à jour la ressource? Est-ce que vous avez les moyens de la mettre à jour? Est-ce que vous avez le temps de la mettre à jour? Parce que si c'est produire un super truc pour que dans 6 mois, ce soit plus utilisable parce que c'est plus à jour et que techniquement en interne, vous n'avez pas les moyens de le faire ou financièrement, vous n'avez plus les moyens de le faire, c'est compliqué. On a vu combien de ressources en Flash disparaître en début d'année parce que les organismes n'avaient pas les moyens de mettre à jour la ressource Flash. Flash étant une technologie qui a été abandonnée par le web, voilà. Même si c'était annoncé depuis longtemps, mais il y a quand même énormément de ressources qui a disparu au 1er janvier. Donc attention aussi dans le temps à prendre en compte, il y a le temps immédiat et il y a le temps de mise à jour, le temps de maintenance de votre outil, des ressources que vous allez construire. Et celui-là, souvent, on l'oublie. Et je vous assure qu'il ne faut pas l'oublier. Nous, on l'a oublié parfois. Et on s'est fait avoir. Un autre point où on a pêché aussi bien moi que Yves, c'est dans le temps d'appropriation en interne, c'est dans le temps d'accompagnement en fait des équipes. C'est vraiment, alors on a insisté là-dessus tout au long de ce webinaire, mais cet accompagnement, il est vraiment essentiel parce qu'en fait, si vos formateurs ne prennent pas en main les formations que vous construisez, en fait, vous les avez vraiment construites pour rien. Donc, il faut vraiment accompagner ces formateurs et prendre le temps de le faire. Et nous, c'est vraiment, voilà, on est encore en train d'expérimenter parce que effectivement, on se rend compte que l'appropriation, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Même si on a bien pensé nos formations, même si elles sont jolies, même si on a tout fait comme il faut et qu'on a tout mis en place, c'est pas forcément pour ça que du coup les formateurs vont y aller et vont s'approprier les choses. Donc vraiment penser à ce temps d'accompagnement, ce temps d'implication des équipes dans la digitalisation de vos formations, parce que c'est vraiment un des points les plus importants. Très important et très long. Et ça, il dure longtemps. On va passer aux questions. Oui, du coup, on va passer aux questions. Parce que la conclusion vient un peu de l'affaire, un peu là au fil de l'eau. Merci à vous. Il n'y a pas beaucoup de questions, sinon une qui revient d'ailleurs à chaque webinaire, hein, c'est la question des ressources et des outils. On n'a pas encore fait on s'interroge sur la pertinence à faire un webinaire totalement consacré aux outils. Disons qu'à chaque webinaire, en fait, à un moment donné, les intervenants et les participants partagent en fait des ressources. Donc c'est plutôt, voilà, dans chaque webinaire, il y a eu à un moment donné un temps là-dessus. Peut-être que Delphine, Yves, vous pourriez peut-être citer quelques exemples d'outils et peut-être au-delà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Yves, au-delà peut-être expliquer comment on s'informe, quoi, comment on peut être en veille parce que ça bouge vite. C'est quoi les astuces pour justement être en veille sur ce qui se passe et est-ce que vous avez des recommandations sur des espaces de ressources dédiés? Alors, comment être en veille? Donc bon, sur le web, on va trouver effectivement plein de choses qui parlent d'outils. Alors il y en a un là qui me vient à l'esprit, qui est un site qui est fait par un journaliste. Alors qui s'appelle Fidel Navamuel. On vous remettra on va rechercher le nom exact, mais il me semble de mémoire que ça doit être ça, qui tient un site et un blog où il publie très régulièrement, au moins une fois par semaine, des petits articles et des tests sur des outils numériques à destination des pédagogues. Et alors, c'est souvent orienté éducation nationale, mais il y a des choses qui peuvent vraiment être réutilisées partout. Qui est assez bien fait, qui est assez riche. Donc son site s'appelle les outils TIS, tout attaché. TIS, TICE, ou les outils TIS.com.
Voilà, de mémoire, ça, c'est ça. Donc ça qui peut être assez intéressant. Après voilà, farfouillez, abonnez-vous sur des newsletters. Il y a pas mal d'infos qui tournent là-dessus. Dans les outils, alors c'est vrai que les outils, il y en a quand même énormément qui existent. Il y en a beaucoup de gratuits, il y a des semi-gratuits. Rapidement, si je pense à Geniali, qui est un outil qui va vous permettre de créer du contenu, faire de la ressource interactive, qui est très simple de prise en main, qui est un freeware, donc en partie gratuit, en partie payant. Faut des abonnements payants si vous voulez avoir accédé à toutes les options, mais même la licence gratuite permet de travailler très largement et sans aucun problème, et vraiment de faire des choses de très bonne qualité. Je pense peut-être à Canva, même qui peut vous permettre de produire du contenu, alors là qui va pas être interactif, mais de la ressource graphique avec des banques d'images, des banques de pictos, des templates, des modèles à réutiliser pour vos supports de communication, supports d'apprentissage, supports de cours, qui va vraiment être très riche. Il y a Kahoot, il y a Klaxoon pour les gros leaders du marché, ceux dont on parle beaucoup actuellement. Des outils, il y en a, voilà, il y en a vraiment énormément. Partez toujours de vos besoins à vous et pas de l'outil. On a trop vu d'organismes qui ont dépensé des sommes plus ou moins astronomiques dans des outils et qui n'étaient pas utilisés par la suite parce que l'outil ne répondait pas aux besoins. Mais l'outil avait l'air tellement bien, tellement beau qu'on l'a acheté. Non, c'est pas ça. Vaut mieux avoir un outil moche mais qui répond à vos besoins. Lui, au moins, vous allez l'utiliser et il va vous rendre des services. Dans les plateformes, c'est pareil. Donc là, dans les plateformes, vous allez avoir différentes solutions. Il y a des plateformes gratuites sous licence libre. Alors elles sont gratuites, vous pouvez récupérer le moteur comme vous voulez. Par contre, il y aura quand même un coût de déploiement. Il faudra un serveur, il faudra un hébergement, il faudra faire de la maintenance. Donc soit vous faites tout par vous-même et c'est du temps humain à consacrer. Il y a des prestataires qui proposent d'auto-héberger ces solutions-là et de les déployer pour vous et de les adapter à votre environnement, ou il y a des solutions tout en ligne, tout hébergées que vous pouvez prendre directement. Les outils, on pourrait y passer la journée. Je sais pas, Delphine, si tu as des choses à rajouter par rapport à ça. Alors, j'étais en train de chercher parce que j'ai un lien Geniali justement qui répertorie tous les outils. Je viens de vous le retrouver, donc je vous le mets dans le chat. Donc là, vous avez une panoplie en fait d'outils, voilà, d'outils à disposition, d'outils plus ou moins gratuits. En fait, en général, la première partie est toujours un peu gratuite, et puis après, si vous voulez enrichir et faire plus de choses, ça devient payant. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à les utiliser gratuitement. Donc voilà, donc là vous avez la réponse à votre question. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand vous produisez du contenu en ligne, il y a aussi une question de droit d'auteur. Et il faut bien faire attention aux images que vous utilisez et aux documents que vous récupérez. Il faut bien demander du coup l'autorisation d'utiliser des ressources si ce n'est pas des choses qui sont de droit public. Voilà sur les outils. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait une question sur les outils plutôt de suivi de l'assiduité des stagiaires. Mais là, ça va toucher principalement quand même à la plateforme, au LMS. C'est lui qui va permettre c'est lui qui va vous donner les états de connexion. Qu'est-ce qu'ont fait vos apprenants à l'intérieur du parcours de formation? Alors aujourd'hui, on sait que la preuve, c'est plus les temps de connexion, mais il faut pouvoir justifier de l'activité, de la progression pédagogique de votre apprenant en ligne. Donc pour le suivre, ça c'est le LMS qui va donner tous les indicateurs et plus vous allez pouvoir structurer le parcours en ligne avec des jalons fins, des points de passage, des points de validation, et plus vous aurez un suivi fin du parcours du stagiaire, et puis ça sera facile de venir justifier d'un parcours. Donc ça peut être le jalon, ça peut être un petit quiz de 5 questions juste à la fin d'une petite séquence qui dure 1 heure. Mais au moins, vous savez qu'en ayant répondu à ce questionnaire et en l'ayant validé, ça veut dire que l'apprenant il a fait la ressource ou il a bien ces compétences-là.
Et donc, plus vous aurez de jalons dans le parcours, et plus ça sera facile de venir justifier de ça. Mais ça va être essentiellement, c'est l'outil, c'est la plateforme qui va vous donner toutes les clés pour ça. Et ça peut être un des critères de choix d'une plateforme plutôt que d'une autre, voir en fonction quels sont les rapports que la plateforme peut vous offrir. Là, chacun va avoir ses propres particularités, spécificités et simplicité aussi des fois d'utilisation, de récupération des données. En fait, c'est pour ça qu'on utilise un LMS et qu'on n'utilise pas, par exemple, un site Internet. Parce qu'on pourrait très bien mettre en place un site Internet sur lequel on dépose nos ressources et ça ferait la même fonction qu'un LMS. Mais la particularité du LMS, justement, c'est le fait de faire remonter ce tracking et ce temps d'apprenant en fait qu'il passe sur la plateforme et qu'est-ce qu'il fait sur la plateforme, comment il a répondu aux questions. Tout ça, c'est le LMS qui vous le permet. C'est pour ça que du coup, les organismes de formation se dotent de LMS pour divulguer leur contenu. Parce que quand vous posez ça sur un site internet ou sur un drive, vous n'avez pas ce retour. Donc, vous ne pouvez pas du coup récupérer ces informations-là. Oui, par rapport à la question là sur le temps. Donc aujourd'hui, on justifie pas du temps passé par un apprenant en ligne pour travailler, mais il faut pouvoir prouver de la progression et de l'activité pédagogique. Des fois, en fonction du type de ressources que vous allez pouvoir même mettre à disposition, la personne pourrait très bien récupérer la ressource, la télécharger, un fichier PDF par exemple, le consulter hors connexion de la plateforme et juste venir se reconnecter à la plateforme pour déposer son fichier d'activité, répondre à un quiz ou quoi que ce soit. Donc peut-être que pour une activité qui va durer 2 heures, la personne va juste passer 10 minutes connectée à la plateforme. Donc c'est pas le temps qui compte, c'est vraiment le fait d'avoir des jalons qui prouvent que les étapes ont bien été réalisées et qu'il y a eu une validation par le système ou par le formateur. N'oubliez pas, même sur des parcours en ligne, que l'accompagnement est indispensable et il est même obligatoire vu que le cadre légal de la formation stipule bien que pour toutes les formations à distance, un accompagnement pédagogique et technique est obligatoirement à mettre à disposition et en place pour les apprenants. Donc une formation e-learning sans tutorat, c'est pas de la formation. Merci Yves, merci Delphine, c'était très très clair. Nous vous tiendrons informés sur les prochains webinaires. J'espère que voilà, vous êtes satisfaits de ce que vous y trouvez. Voilà, très très bientôt. Merci. Merci à tous.